Un jour, mon père m'a regardé droit dans les yeux de l'autre côté de la table de la salle à manger et m'a dit sans broncher, « Ton frère le mérite. » La maison, l'argent, toute l'entreprise familiale. J'ai tout transmis à Julien. C'était comme si je n'avais pas passé 15 ans à tenir cette boîte à bout de bras. Ce soir-là, je suis partie avec rien d'autre que ma voiture et ma fierté. Ce matin, après 2 ans de silence radio, mon téléphone a vibré, un message de ma mère. Échéance du prêt immobilier impayé. On peut parler ? J'ai failli rire, jusqu'à ce que le deuxième message arrive, car peu importe ce qu'il cachait ou ce qui les effrayait, mon nom était écrit partout dessus. Je m'appelle Claire, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait tout réparer dans une entreprise familiale, même les blessures qu'on feint d'ignorer. J'ai grandi dans une banlieue huppée près de Lyon, dans une maison de maître que mon grand-père avait construite après avoir transformé un petit garage en une entreprise de BTP respectée. Les gens adoraient dire que nous étions l'image parfaite de la famille française travailleuse, mais entre ces murs, tout tournait autour d'une seule vérité, Julien, le plus jeune, le fils unique, était l'élu. J'ai appris cela bien avant de comprendre le mot favoritisme. Quand j'avais 12 ans, papa a demandé aux équipes de l'entreprise de construire à Julien une cabane sur mesure pour son 5e anniversaire. La même année, j'ai eu un bon d'achat pour une librairie et un gâteau industriel du supermarché. Personne ne le disait à voix haute, mais la leçon flottait dans l'air, il comptait plus que moi. Ma mère balayait ça d'une voix douce en disant, « Papa a juste des valeurs traditionnelles. » Mais ces valeurs m'ont suivi au lycée, à l'université et dans chaque recoin de l'entreprise familiale. Alors que Julien peinait à obtenir la moyenne, je révisais tard, je rejoignais tous les clubs de gestion possibles et je construisais mon chemin vers l'entreprise que j'espérais un jour diriger. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et un master en gestion d'entreprise, tandis que Julien a fini par choisir une filière facile après avoir changé d'orientation 3 fois. Quand j'ai rejoint l'entreprise familiale à temps plein, je pensais que papa me verrait enfin. J'arrivais tôt, je restais tard et je travaillais dans tous les départements, de l'estimation des coûts à la coordination des chantiers. Je connaissais le nom de chaque chef de chantier, de chaque sous-traitant, de chaque assistante administrative. Pendant ce temps, on a donné à Julien un grand bureau d'angle, un titre qu'il n'avait jamais mérité et une voiture de fonction qu'il ne savait même pas entretenir. Je croyais encore que les résultats parleraient d'eux-mêmes. Lorsqu'un grand projet de clinique privée a pris du retard et que Julien a opportunément pris 3 semaines de vacances, je suis intervenue. J'ai passé 6 semaines sur le site, 14 heures par jour, à réorganiser les équipes et à négocier avec les artisans. Nous avons fini avec 2 jours d'avance. Le client m'a serré la main et a dit, « Ça ne se serait pas fait sans vous. » Papa a entendu, a hoché la tête et a répondu, « Les hommes de la famille Dubois savent tenir leurs promesses. » La brûlure de cette phrase est restée en moi plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais rien ne m'avait préparé à cette fameuse soirée où tout a basculé. Maman nous avait invités à dîner en disant que papa avait une annonce à faire. Je me souviens être arrivée tôt, tenant une bouteille du cognac préféré de papa, attendant ce que je pensais être le prochain chapitre de mon avenir. Au lieu de cela, papa a levé son verre, a souri fièrement à Julien et a dit qu'il transférait l'entreprise, la maison et les investissements familiaux à l'héritier légitime, à lui. Il m'a offert 3 mois d'indemnité et la voiture de fonction que je conduisais. Je suis sortie ce soir-là, le cœur battant, ma fierté me tenant à peine debout. J'ai entassé ce que je pouvais dans mon coffre, j'ai conduit jusqu'à l'aéroport avant le lever du soleil et j'ai tout recommencé à Paris. Nouvelle ville, nouvelle entreprise, nouvelle vie. Je pensais avoir fermé ce chapitre pour toujours. Mais le SMS de ma mère prouvait que le passé n'en avait pas fini avec moi. Paris ne m'a pas accueilli avec douceur, mais avec honnêteté. Pas d'histoire, pas d'ombre des attentes de mon père, pas de rappel de l'entreprise pour laquelle j'avais saigné. Juste une ligne d'horizon assez nette pour trancher les bleus que je rapportais de Lyon. J'ai loué un petit appartement meublé, accroché la seule photo encadrée que j'avais gardée de mon grand-père debout près de son premier camion, et je me suis dit que je me reconstruisais, je ne fuyais pas lancer un cabinet de conseil dans une ville où personne ne connaissait mon nom était une leçon d'humilité. J'ai fait du démarchage téléphonique, visité des chantiers avec des bottes empruntées et passé des nuits à réécrire des propositions qui restaient sans réponse. Mais doucement, les gens ont remarqué.
Un chef de projet d'un promoteur immobilier m'a engagé pour sauver une rénovation en perdition. Puis un autre client m'a recommandé. Puis un autre. En un an, j'avais un carnet de commandes stable et 2 assistantes à temps partiel, des femmes comme moi, qui avaient été négligées dans leurs anciennes entreprises et qui avaient soif de prouver quelque chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vue pour mon travail, pas pour mon nom de famille. Et puis les emails de Lyon ont commencé à arriver au compte-gouttes. Le premier venait de Bernadette, la voisine de longue date de mes parents. Elle écrivait que le jardin de ma maison d'enfance était à l'abandon, la pelouse non tondue, les volets écaillés. Elle mentionnait que mes parents n'avaient pas renouvelé leur adhésion au club de golf, chose impensable pour eux. Elle disait, les camions de l'entreprise ne sont plus garés dans l'allée. Une inquiétude sourde transpirait de chaque phrase. J'ai fixé son message longtemps avant de le fermer. Je n'ai pas répondu. Un mois plus tard, j'ai reçu un deuxième email. Celui-ci venait de Martin, le chef maîtreur qui travaillait avec mon père depuis des décennies. Claire, j'ai quitté l'entreprise aujourd'hui. Julien a viré Odile et Jacques. Il a dit qu'il coûtait trop cher. Sa note se terminait par « Je pensais que tu devais savoir avant que les choses n'empirent ». J'ai supprimé celui-là aussi, même si mon estomac se nouait en appuyant sur la touche, mais les messages continuaient d'arriver. Un ancien chef de projet m'a dit que les contrats tombaient à l'eau. Un sous-traitant a dit que les paiements étaient en retard. Un promoteur a prévenu que l'entreprise était sur le point d'être éjectée d'un projet majeur pour des problèmes de qualité. Chaque nouvelle effritait la version de l'entreprise que mon grand-père avait bâtie et celle que j'avais essayé de sauver si longtemps. Pourtant, je suis restée silencieuse. Ce n'était plus mon incendie à éteindre. Et puis est venue la nuit où tout a éclaté. Je venais de finir d'examiner une proposition dans mon bureau parisien quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était une capture d'écran floue d'une conversation entre 2 anciens employés discutant de salaires impayés et de la possibilité que l'entreprise mette la clé sous la porte en quelques semaines. Sous la capture d'écran, l'expéditeur avait seulement écrit « Tu devrais appeler tes parents ». Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis assise dans mon bureau sombre, les lumières de la ville scintillant contre la vitre, réalisant quelque chose que je ne m'étais pas avoué auparavant, l'effondrement que je redoutais autrefois était déjà en train de se produire. Et quelque part au fond de moi, sous la blessure et l'histoire, une partie de moi a ressenti la première étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'avantage. Le point de rupture n'est pas arrivé avec fracas. Il est venu doucement au milieu d'un mardi matin alors que j'examinais les calendriers de matériaux pour un client. Mon téléphone a vibré une fois, juste une fois, et j'ai failli l'ignorer. Mais l'aperçu du message m'a figé sur place. Échéance du prêt immobilier impayé. On peut parler ? C'était ma mère. Pendant près de 2 ans, elle avait évité de me dire quoi que ce soit de réel. Des SMS d'anniversaire, des vœux génériques pour les fêtes, rien de plus. Et maintenant, soudainement, elle voulait parler d'une hypothèque sur une maison qui était entièrement payée quand j'ai quitté Lyon. Une chaleur lente et constante est montée sous ma peau. J'ai posé ma tablette, essuyé mes paumes sur mon pantalon et relu le message. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de la nuit où ils avaient tout donné à Julien. Juste une supplique enveloppée dans l'évitement. J'ai répondu avant de pouvoir adoucir mes propos, demande à ton héritier. J'ai appuyé sur envoyer. Aucune hésitation. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas amorti la vérité. Les bulles de frappe sont apparues immédiatement, frénétiques et instables. Claire, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. On a des ennuis. Ton père ne veut pas l'admettre. Mais l'entreprise. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit revenait sans cesse en arrière. Une hypothèque signifiait le désespoir. Une hypothèque signifiait qu'ils avaient mis en gage le seul bien qu'ils valorisaient autrefois plus que moi. Et s'ils tendaient la main à la fille qu'ils avaient écartée, les choses étaient pires que quiconque ne l'avait admis. À 18h12, alors que je rangeais mon ordinateur portable, une autre notification a allumé l'écran. Papa, appelle-moi. C'est urgent. La dernière fois qu'il m'avait parlé, il m'avait dit que Julien méritait tout ce que j'avais passé ma vie d'adulte à construire.
J'ai laissé le téléphone vibrer jusqu'au bout. Puis un message vocal est arrivé. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Claire, je sais que tu es en colère. Tu as tous les droits de l'être, mais l'entreprise fait face à des défis. Nous sommes à court d'options. Des défis. Il ne pouvait même pas prononcer le mot faillite. Un long silence a rempli l'enregistrement avant qu'il ne dise très doucement « On a besoin de ton aide ». Ma gorge s'est serrée, non pas par sympathie, mais à cause de l'inversion choquante et surréelle des rôles. Il ne m'avait jamais rien demandé, pas une seule fois. J'avais donné, et il avait pris chaque once de cela pour acquis. Maintenant, il comprenait enfin ce que cela faisait d'avoir besoin de quelqu'un qui pourrait ne pas vous choisir en retour. Je l'ai appelé ce soir-là. Pas par obligation, mais par clarté. Avant qu'on dise un autre mot, ai-je dit, je veux tout sur la table. Paiement, facture, contrat, prêt, tout. Si vous voulez mon aide, je dois voir la vérité. Il a expiré un son plus fatigué que je n'avais jamais entendu de lui. Reviens à la maison, a-t-il dit. On te montrera tout. La maison ? Drôle de mot. Je n'ai pas répondu. J'ai réservé un vol pour le vendredi, préparé une petite valise et quitté mon appartement parisien avant l'aube. Peu importe ce qui m'attendait à Lyon, une chose était déjà claire, cette fois, je n'entrerai pas comme la fille suppliant d'être vue. J'entrerai avec le pouvoir qu'il n'avait jamais cru que j'aurais. J'ai atterri à Lyon juste après midi, l'air hivernal assez vif pour piquer quand je suis sortie. La ville avait toujours porté une lourdeur pour moi, mais cette fois, elle semblait différente, plus légère en quelque sorte, parce que je ne revenais pas en tant que fille négligée, désespérée d'approbation. Je revenais en tant que personne qui n'avait plus besoin de rien de leur part. J'ai loué une voiture à l'aéroport et conduit sur la route familière vers la banlieue chic. Alors que les maisons devenaient plus grandes et plus espacées, des souvenirs que j'avais enfouis remontaient sans invitation. L'odeur du rôti du dimanche de ma mère, le craquement de l'escalier sur lequel je n'avais pas le droit de courir, la voix tonitruante de mon père résonnant dans les couloirs chaque fois que Julien faisait quelque chose d'impressionnant, comme respirer. Mais rien ne m'avait préparé à la vue de la maison elle-même. Les volets étaient écaillés. L'allée fissurée. La pelouse, cette même pelouse que mon père traitait autrefois comme un monument public, était inégale et brune. L'absence du camion de l'entreprise garé fièrement devant était plus bruyante que n'importe quel avis de saisie. Je suis entrée sans frapper. La porte n'était même pas verrouillée. Le salon ressemblait à un tableau d'enquête criminelle. Des piles de factures, de relevés de prêts, de litiges avec des entrepreneurs et des avertissements tamponnés en rouge couvraient la table basse. Ma mère était assise sur le canapé, se tordant les mains. Mon père faisait les 100 pas derrière elle, les épaules voûtées, sa présence autrefois imposante remplacée par quelque chose de plus petit, de vaincu. Et Julien, mon frère, était assis dans le fauteuil, bronzé d'un voyage que l'entreprise avait sûrement payé, faisant défiler son téléphone comme s'il avait été dérangé par le fait de devoir être présent. Maman s'est levée la première. « Claire, chérie, ne. » J'ai dit, mais pas méchamment, pas encore. Papa a arrêté de marcher. On apprécie que tu sois venue. Les choses ont dégénéré plus vite que prévu. Je me suis dirigée vers la table, j'ai posé mon sac et j'ai commencé à trier les documents. Les chiffres étaient pires que ce que j'avais imaginé. Paiement manqué, pénalités s'empilant sur les pénalités, retard de projet si long qu'ils avaient déclenché des ruptures de contrat. Vous avez hypothéqué la maison, ai-je dit doucement. Papa a dégluti. L'entreprise avait besoin de trésorerie, juste temporairement. C'est ce que tu as dit à la banque ? J'ai brandi un avis tamponné en rouge gras. Parce qu'ils ne semblent pas d'accord. Julien a enfin levé les yeux. On peut ne pas faire ça maintenant ? Papa a dit que tu es là pour aider, pas pour faire la morale. Je me suis tournée vers lui lentement. Tu penses que c'est une leçon de morale ? Son sourire narquois a vacillé. J'ai ramassé une autre pile. Résumé de dépenses, frais de voyage, relevé de fournisseurs. Dis-moi, Julien, tu pensais que l'entreprise ne remarquerait pas des douzaines de voyages personnels facturés comme du développement client ? Le bateau, l'appartement sur la Côte d'Azur, les week-ends en Thalasso, les... C'est quoi ça ?
Des forfaits pas. La mâchoire de Julien s'est serrée. Je construisais des relations. C'est ce que fait un PDG. Tu n'étais pas un PDG, ai-je dit. Tu étais un enfant à qui on a donné une arme chargée. Papa s'est raclé la gorge. Claire, non. J'ai dit, on ne va pas adoucir ça. Maman regardait entre nous, les yeux pleins de cette peur que les gens ont quand ils réalisent que les conséquences les ont enfin rattrapés. J'ai ouvert un dernier dossier, des relevés de prêts que Julien avait signés sans comprendre les taux d'intérêt ou le calendrier de remboursement. Ces décisions n'ont pas seulement vidé l'entreprise, ai-je dit. Elles ont vidé votre retraite. Elles ont mis en péril les revenus de 47 employés. Et puis, quand la maison que vous avez choisie plutôt que moi a eu des problèmes, vous m'avez contacté parce que soudainement, la fille qui ne le méritait pas était de nouveau utile. Papa a grimacé. Claire, je sais ce que j'ai dit et je regrette. Tu ne peux pas encore t'excuser, l'ai-je coupé. On n'a pas fini. Julien a croisé les bras. Tu penses toujours que tu es si parfaite. Tu ne sais pas ce que c'est que de diriger une entreprise. J'ai ri, un son bref et sec. Julien, je l'ai dirigé pendant 15 ans. Tu as juste pris le crédit. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis assise, croisant les mains sur la table. D'accord, venons à la raison de ma présence. Parce que je suppose que vous ne m'avez pas appelé juste pour confesser vos erreurs. Papa a soupiré. Nous avons besoin d'un plan de restructuration. La banque menace de poursuites judiciaires. Les clients partent. On pensait que si tu pouvais revenir à un poste de direction, peut-être directrice des opérations ou directrice financière. Non, ai-je dit immédiatement. Maman a cligné des yeux. Mais ma chérie, non. Je me suis penchée en avant. Je ne reviens pas comme employée. Je ne mets pas mon nom et ma réputation en jeu pendant que Julien garde un titre qu'il n'a jamais mérité. Julien a ricané. Pardon. Silence, ai-je dit, sans élever la voix, mais en faisant changer l'air de la pièce. Les épaules de papa se sont affaissées. Qu'est-ce que tu veux, Claire? Enfin la vraie question. Je veux le contrôle, ai-je dit. Actionnaire majoritaire, pouvoir de décision totale, autorité opérationnelle, financière, stratégique, tout. Julien s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Absolument pas. C'est mon entreprise. J'ai incliné la tête. Vraiment? Parce qu'on dirait que la banque en possède plus que toi. Papa s'est passé une main sur le visage. Claire, la majorité, c'est beaucoup demandé. Tout comme sauver un navire en train de couler, ai-je répliqué. Mais je suis la seule dans cette pièce à l'avoir déjà fait. La voix de maman s'est brisée. Mais l'entreprise est restée dans la famille. Elle le restera, ai-je dit, mais sous la direction de quelqu'un qui peut réellement la garder en vie. Julien a secoué la tête. C'est de la folie. Papa, tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle est partie. Elle a abandonné. Ça a touché quelque chose en moi. Pas parce que c'était vrai, mais parce que ça montrait exactement à quel point il comprenait peu. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit calmement. J'ai été poussée vers la sortie. Le soir où papa m'a dit que je ne méritais pas ce que j'avais construit, que tu étais l'héritier, j'ai réalisé que rester me coûterait plus cher que partir ne le ferait jamais. Papa a fermé les yeux, la honte traversant son visage. J'ai continué, maintenant vous voulez que je revienne. Vous avez besoin que je revienne. Mais si vous voulez mon expertise, si vous voulez mon intégrité, si vous voulez les résultats que je sais pouvoir livrer, alors cela vient avec des conditions. Des conditions claires, qui sont? Papa a demandé faiblement, lesquelles? Je les ai énumérées sur mes doigts. 1. Propriété majoritaire. 2. Julien se retire de toute autorité financière ou opérationnelle. 3. Je choisis l'équipe de direction. 4. Transparence totale. Chaque paiement, chaque facture, chaque contrat. 5. Vous n'intervenez pas. Pas une seule fois. Julien a explosé. Tu gâches tout. Non, ai-je dit. Je la sauve. Quelque chose que tu n'as jamais été prêt à faire. Maman a couvert sa bouche.
Papa fixait la table. Julien faisait les 100 pas comme un animal piégé. Finalement, papa a chuchoté. Si on dit non, alors vous perdez la maison, l'entreprise et chaque employé qui vous a fait confiance, ai-je dit calmement. Et je repars pour de bon. Un long silence tremblant a rempli la pièce. Puis papa a tendu la main vers un stylo. Maman a fermé les yeux forts, de soulagement ou peut-être de résignation. Julien m'a regardé avec quelque chose entre la haine et la peur, mais ça n'avait pas d'importance. Les documents étaient sur la table. Papa a signé en premier. Maman a suivi, sa main tremblante. Quand le stylo a glissé vers Julien, il a hésité. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. Les 15 dernières années ne l'étaient pas non plus, ai-je répondu. Il a signé. Et juste comme ça, le pouvoir qui m'avait été refusé toute ma vie a basculé entre mes mains d'un seul trait d'encre. Mais les signatures étaient la partie facile. Maintenant, je devais sauver l'entreprise qui m'avait brisé, selon mes conditions. Sauver l'entreprise n'avait rien de glamour. C'étaient des petits matins sur les chantiers où les sous-traitants me regardaient avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. C'étaient des nuits tardives au bureau à reconstruire les systèmes que Julien avait démantelés. C'étaient des coups de téléphone à des fournisseurs que je connaissais depuis des années, leur demandant de nous donner une dernière chance avec mon nom, pas celui de mon père, comme garantie. J'ai réembauché les gens qui avaient été mis à la porte. Martin est revenu le premier, le soulagement adoucissant les traits de son sérieux habituel. Odile est revenu 2 jours plus tard, me serrant si fort que j'ai senti des années d'épuisement quitter mon corps. Ensemble, nous avons reconstruit de l'intérieur. Des budgets transparents, des délais réalistes, des révisions de contrats propres, des contrôles qualité qui n'étaient pas balayés par commodité. Julien est resté, mais sous des limites qu'il n'aimait pas, relation client uniquement, pas de carte de crédit, pas d'autorité. Certains jours, il boudait. Certains jours, il essayait. Tout cela n'était que du bruit que je choisissais de ne pas absorber. Au 4e mois, l'hémorragie s'était arrêtée. Au 6e mois, nous étions à l'équilibre. Au 9e mois, 2 clients sont revenus, prudents mais prêts à tester la nouvelle direction. Quand le premier trimestre rentable est arrivé, mon père a appelé juste pour dire « Tu l'as fait ». Pas de discours, pas d'excuses, juste une reconnaissance. Mes parents ont vendu la maison, s'installant dans un endroit plus petit et plus proche de la ville. Quand je leur rendais visite, ils semblaient plus légers, plus humbles, peut-être plus conscients du monde au-delà de la tradition. Quant à moi, j'ai engagé un directeur expérimenté pour gérer le quotidien à Lyon pendant que je retournais à Paris. Mon bureau là-bas semblait différent maintenant, non plus comme une cachette, mais comme un début que j'avais choisi. Un soir, en regardant l'horizon, mon téléphone a vibré, un message de maman, « Merci d'avoir sauvé notre héritage ». J'ai répondu lentement, il n'a jamais été question d'héritage. Il s'agissait de faire enfin ce qui était juste. En fin de compte, sauver l'entreprise n'était pas la victoire que les gens imaginent. La vraie victoire était de reprendre ma place dans une histoire qui avait autrefois essayé de m'effacer. Je ne suis pas revenu pour l'approbation ou le pardon. Je suis revenu parce que 47 familles dépendaient de quelqu'un choisissant l'intégrité plutôt que l'orgueil. Et peut-être qu'enfin, mes parents ont compris la différence. Si vous avez déjà dû vous battre pour le respect qu'on aurait dû vous donner depuis le début, vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous apprennent à se lever seulement après avoir été poussés dehors. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si celle-ci a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.